Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 13, quand l'écriture conduit là où c'est difficile. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Ici, on va pas forcément parler de la difficulté technique, c'est un peu ce dont on parle au long cours, mais il est assez fréquent, il peut se produire en tout cas que l'écriture et le récit nous amènent là où franchement on préférerait pas aller, non pas en un terme artistique ou technique, mais à un sujet qui peut être difficile pour soi, psychologique, soit parce que c'est un sujet qu'on préférerait ne pas avoir à aborder, soit parce que ça peut être aussi une zone aveugle. On peut se trouver dans un endroit où on est arrivé au bout de sa capacité de projection et d'empathie, et on se retrouve un petit peu à caler. Donc, on va surtout être sur le domaine de la difficulté psychologique de l'écriture. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait et comment on gère? Et je pense que le premier truc à dire déjà de toute façon, c'est que évidemment, toujours dans ces choses-là, les réponses vont être éminemment personnelles et vont être éminemment dépendre de soi, du projet dans lequel on est. Donc évidemment, on va peut-être plus donner des choses qui vont être un peu plus des retours d'expérience et des pistes de réflexion. Mais c'est quand même l'idée, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère? Est-ce que ça vous arrive déjà? Est-ce que vous sentez cette limite, cette espèce de paroi transparente qu'on a du mal à dépasser? Ou pas du tout? Et le cas échéant, quelle piste vous proposeriez pour affronter cet endroit? Parce que le récit nous amène là, on est au bout de 200 pages, on arrive à cette situation, c'était pas forcément prévu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là-dessus, j'ai un peu un exemple qui est très actuel pour moi, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, je suis en train de corriger un roman ado, qui est un roman médiéval, mais en fait, l'histoire, donc ça se passe dans le sud-ouest, ça se passe dans le coin de mon grand-père maternel. Et en fait, l'histoire, c'est une histoire d'un petit frère qui perd son grand frère dans la guerre et qui va le chercher et jamais le retrouver toute sa vie. Et à la fois, c'est une histoire que je veux écrire et un univers dans lequel je veux écrire depuis des années. Et en même temps, c'est l'histoire de mon grand-père. C'est l'histoire de mon grand-père qui a perdu son frère, qui était résistant pendant la guerre. Et il l'a cherché quasiment toute sa vie. Et voilà, enfin. Et je veux écrire cette histoire pour plein de raisons, parce qu'elle m'a énormément marquée. Je sais qu'elle a beaucoup contribué à aussi façonner ma relation avec mon frère, avec l'écriture. Enfin, pour plein de raisons, mon grand-père a été hyper important pour moi. Il m'a transmis beaucoup des valeurs que j'ai et auxquelles je tiens. Et c'est aussi de ces valeurs-là que je veux parler dans cette histoire. Et je parle de tout un pan de culture aussi, donc pour ceux qui connaissent, qui est tout ce qui est croisade contre les Albigeois, qui est toute cette intolérance qui s'est abattue sur le sud de la France. Mais là, c'est de l'intolérance dans le monde réel, en fait, avec de l'histoire réelle dedans. Donc, il y a toute cette part de réalité qui est très, comment dire, qui résonne pour plein de raisons personnelles aussi en moi. Et donc, il y a cette histoire tout ça qui me tient énormément à cœur. Et déjà, voilà, par exemple, ce recul que je prends en faisant une histoire médiévale et pas en faisant une histoire au temps de la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça, je pourrais pas, je suis pas capable d'écrire ce genre de choses. En tout cas, je saurais pas quelle distance prendre. Mais c'est vrai que c'était difficile de trouver la bonne distance. Et là, je suis dans les corrections édito et j'ai l'impression que je commence à peine à la trouver sur certaines choses. Et ce qui m'a aidée tout au long de cette aventure, c'est toujours de me raccrocher à pourquoi je veux raconter cette histoire. Comment je veux raconter cette histoire? Qu'est-ce que je veux transmettre avec cette histoire? D'un côté, donc vraiment mes fondamentaux. Je veux dire, en tant qu'autrice très fort du projet. Et de l'autre côté, ce qui aide aussi, c'est parfois la technique. Et c'est pour ça que je suis pas allée vers cette histoire-là plus tôt. C'est parce que par moment de dire aussi, là, avec ma technique, comment je fais? Et la technique permet de me détacher des parties trop personnelles pour en faire, pas oublier que c'est une histoire de fiction que je suis en train d'inventer. Et donc, la technique me permet de repartir dans l'histoire de fiction. Et après, effectivement, de traiter mes persos pour ceux qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est pas non plus mon grand-père et son frère. C'est deux personnages de fiction qui ont leurs existences de fiction. Et qui sont pas équivalents. Mais qui disent quelque chose qui, encore une fois, fait partie de ces valeurs que mon grand-père m'a transmis. Voilà. Donc, c'est à la fois, je pense, réfléchir beaucoup sur ce qu'on veut dire, avoir des gens avec qui en parler, qui savent à quel point c'est important pour nous et difficile. Parce qu'il y a j'espère, en tout cas, il y a beaucoup de valeurs que je ne veux pas trahir, par exemple. Donc voilà. Et en même temps, je veux pas non plus faire l'impasse sur les choses très dures de cette période.
parce que je parle d'une période où des atrocités qui ont été commises, et en plus j'en parle pour de la littérature ado. Donc en même temps, en parler au niveau littérature ado. Et donc savoir pourquoi je le fais, savoir pour quel public en priorité, ce que je veux transmettre. Et puis mine de rien, oui aussi, donc pourquoi je le fais maintenant, après maintenant plus de 15 ans d'écriture derrière moi, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir enfin le bagage technique nécessaire pour pouvoir aussi me servir de la technique pour pas oublier d'écrire une histoire et pas me laisser submerger par l'importance que ce sujet a pour moi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de discussions. Enfin, ceux qui me suivent mon écriture, je pense qu'ils ont suivi beaucoup mes doutes, mes questionnements et tout. Et en même temps, c'est aussi pour écrire ça que je suis devenue autrice un peu par hasard, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi pour écrire ça que je suis devenue autrice. Et c'est vrai qu'il y a des événements récents en plus qui sont passés pendant que j'écrivais cette histoire, notamment donc le score du RN aux dernières européennes et tout. Et mon grand-père vraiment qui nous a transmis toute sa vie des messages de tolérance partout autour de lui et du vivre ensemble, etc. Voilà, c'est ça qui fait que c'était d'autant plus important. Moi, j'ai un rapport complètement différent à cette question-là, dans le sens où, à la limite, c'est pas une question que je me pose. C'est-à-dire que, bon, j'ai jamais fait mystère du fait que ma principale difficulté pour moi, c'est pas l'écriture, c'est concevoir une idée et l'amener à terme. À partir du moment où je suis capable de concevoir quelque chose, normalement, je suis capable de l'écrire. À partir du moment où je suis capable de concevoir quelque chose, c'est que je suis prête, je pense, à l'écrire. J'ai pas souvenir de m'être déjà forcée à aller dans des endroits qui étaient compliqués, autrement que sur un plan technique, ou sur des impossibilités qui me sont personnelles. Genre un jour où je devais décrire la vie d'une famille ordinaire, et je me suis vautrée dans les grandes largeurs parce que je n'arrivais pas à me projeter ça. Juste un couple avec des enfants, je n'arrivais pas à me projeter. C'est trop éloigné de ce que je connais. Donc des impossibilités comme ça. Et à la limite, les quelques fois où je suis allée dans des choses vraiment très personnelles, c'est parce que j'étais prête et même je ressentais le besoin. C'est pas quelque chose que je me suis forcée à faire. Donc on pourrait se dire que écrire sur des choses personnelles, c'est très difficile. Moi, au contraire, il y a un côté presque défouloir. Le premier jet, on y va, on lâche tout. Comme un journal intime presque. Et après, on peut y revenir, puisque de toute façon, on y revient, on retravaille cette matière. Et on regarde, est-ce qu'il y a des choses que j'assume pas? Est-ce qu'il y a des choses qui impliquent peut-être des personnes extérieures, comme j'ai pas voulu impliquer ma famille, par exemple, dans mes récits personnels. Je dévoile ma vie privée, pas la leur. Des choses comme ça, mais tout ça, c'est dans un deuxième temps. Tout ça pour dire que si il y a des sujets où je peux pas aller, mais je pense que j'irai pas. Par exemple, la cruauté contre les animaux, même la mort d'un animal, c'est quelque chose qui me bouleverse à tel point que j'ai du mal à regarder ou lire des œuvres qui en parlent. J'ai traduit un texte récemment où il y avait une scène comme ça et j'ai dû m'accrocher. Je veux pas passer des semaines et des mois de ma vie avec quelque chose qui me dérange autant dans la tête. Donc, je n'irai pas là, de toute manière. Je pense pas que j'irai un jour sur un récit qui nécessite d'aller quelque part qui me fasse trop mal, parce que concevoir un texte et le porter à terme, c'est déjà compliqué en soi. Donc, quelque part, j'ai lu la question, mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà été dans la difficulté à cet endroit-là de manière franche et assumée. En gros, je suis une grosse trouillarde, quoi. Ouais, c'est clair que c'est tellement long que c'est pas non plus pour se faire du mal. Donc, à mon sens, quand on arrive au stade où le récit nous amène à un endroit en se disant « Aïe, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là ?» Il y a deux choses qui sont à l'œuvre. D'une part, il y a forcément l'inconscient est à l'œuvre. Donc, je pense que ça nous a amené là potentiellement pour une raison, qui est que potentiellement le sujet nous préoccupe d'une manière ou d'une autre. Après, le choix d'y aller ou pas est entièrement conscient. Moi, il y a un truc qui m'ennuie beaucoup, on a un peu parlé de loin, c'est l'espèce de romantisation de la souffrance de l'écriture, comme quoi forcément on doit mettre ses tripes sur la table. On peut. Souvent, on peut aller chercher des choses qui vont être parfois intenses, mais c'est pas une obligation. C'est une évidence pour nous ici, mais évidemment, c'est de rester safe avant toute chose, avant d'aller dans ce genre de territoire. Alors, mon avis personnel, ayant dit tout ça, c'est on est là pour raconter une histoire et l'histoire prime sur le reste. Donc, si l'histoire demande ce genre de choses, c'est intéressant à minima de se poser la question, mais c'est pas nécessairement une souffrance. Je rejoins complètement Mélanie, enfin, si j'ai bien compris ce que tu disais, sur l'aspect potentiellement évidemment cathartique que l'écriture a, et ça peut être l'occasion justement de faire un trajet personnel là-dessus. Tout encore une fois en disant bien,
Non, l'écriture n'a pas besoin d'être souffrance, d'une part, et d'autre part, il faut rester safe. Et ça, il y a que soi qui le sait. Est-ce que j'ai envie d'aller là? Mais l'occasion nous est servie par l'inconscient. Ok, je suis arrivé là, je suis arrivé à ce carrefour, je suis en pleine possession de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et il y a aucun bonus ou malus au fait de décider d'y aller ou de pas y aller. Attends, je me suis un petit peu posé la question quand même quand j'ai écrit L'année suspendue, qui est donc le texte qui parle de l'attente de mon diagnostic d'autisme, où je me suis retrouvée à prendre des tas de notes. Enfin, en fait, je l'ai écrit pendant que j'étais dans l'attente du diagnostic, donc j'étais obsédée absolument par ça et par le fait de revisiter toute mon histoire. Et il a fallu que je décide d'un certain nombre de souvenirs embarrassants que j'allais raconter. Parce que je peux pas parler d'autisme sans parler des maladresses sociales, sans parler d'un certain nombre de choses qui se sont mal passées avec les gens, enfin voilà. Et bizarrement, ça n'a pas été compliqué. Je pense que parce que je savais que j'étais en train de le transformer dans l'écriture, et je pense que le côté cathartique était là, c'était ok. Ce truc-là était embarrassant sur le moment, mais si je le transforme à l'intérieur d'un texte qui est plutôt un acte de revendication ou d'affirmation, c'est pas aussi embarrassant que ça l'était de le vivre en fait. Et quelque part, ça donne une forme et ça permet de dépasser l'embarras qu'il pouvait y avoir à ça. J'étais très étonnée d'ailleurs que ce soit pas plus embarrassant que ça à écrire. Parce que je suis vraiment retournée dans des souvenirs que j'ai pas aimés. Estelle, tu parlais aussi de la distance de la fiction. Je pense que quand on a une difficulté à aller là-dedans, je pense que forcément c'est extrêmement vulnérable. Et donc, en général, si on veut essayer d'aller dans le vif du sujet, on va forcément révéler des choses très personnelles. Alors déjà, il y a l'énorme sécurité du premier jet qui est qu'on écrit pour soi d'abord et rien n'oblige, et c'est important d'intellectualiser ça, rien n'oblige à montrer ce qu'on écrit, jamais. Et on peut toujours effectivement, comme Mélanie disait très justement, repasser dessus. L'autre truc, c'est que, je sais pas vous, mais moi c'est souvent un peu des retours que j'ai de jeunes auteurs et autrices qui disent avoir la peur d'être vus à travers les manuscrits. Et globalement, le lectorat nous voit pas, en fait, je pense. Des fois, il y a des gens qui essayent un peu de cerner où est-ce que l'auteur ou autrice est dans les textes, et tout le monde se plante, en général. Parce que la fiction est tellement un matériau à la fois, effectivement, de transmutation, mais aussi de projection du lectorat qui va vivre les trucs et se les approprier et calquer ses propres choses, que du coup, on nous voit pas, en fait. C'est extrêmement rare. Seuls les gens, encore une fois, je sais pas vous, mais pour moi, seuls les gens qui sont extrêmement proches de moi arrivent à vraiment voir où je suis, typiquement parce que ma compagne vit avec moi tous les jours et donc a au quotidien le feedback de l'existence. Mais globalement, il y a qu'elle qui voit les choses. Et même des fois, elle se plante aussi. Donc, c'est une peur que je pense on peut mettre de côté. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça va être vu par l'expérience, je pense. Mais globalement, je pense qu'il faut pas trop avoir peur de ça. Oui, et puis surtout, justement, c'est des discussions qu'on a finalement pas mal en ce moment. Enfin, je m'en trouve pas mal avec d'autres auteurs qui souvent ont peur de la réception du livre sur plein de la manière dont ils vont être jugés, les commentaires négatifs qu'ils pourraient avoir s'ils vont dans tel ou tel sujet qui est potentiellement polémique. Après, ma vision des choses, mais c'est vraiment la mienne, c'est que j'essaye de faire le mieux possible mon travail pour moi, en fonction de mon éthique perso. Et la réception, elle est plus entre nos mains. Et en plus, sur ce que tu disais, Lionel, que les lecteurs ne nous voient pas forcément, ou par moments aussi, les lecteurs voient ce qui est important pour eux. C'est-à-dire ce que nous, on a mis d'important pour eux. Et, mais par contre, ils ne vont pas forcément, se servir de nos romans comme d'un tabloïd. Et parce qu'ils sont cool, et B, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et quand j'ai fait mon roman sous pseudo, donc La Sirène et la Licorne, mon bêta lecteur, Jérôme, si tu m'entends, qui me connaît beaucoup trop bien, il me disait, non, mais c'est tellement tous tes thèmes, c'est tellement trop transparent, c'est tellement toi, les gens, ils vont tellement te reconnaître. Et je veux dire, même des libraires qui suivent mon travail depuis le début, ils ont lu La Sirène et la Licorne, ils ont pas fait le lien, quoi. Voilà, parce que, en même temps, ils ne cherchaient pas à trouver le côté tabloïd des factoïdes sur une personne réelle. Ils cherchaient à trouver ce qui était important pour eux et pour leurs lecteurs de façon littéraire. Et c'est ça que les lecteurs cool vont chercher dans vos livres, pour les jeunes auteurs qui nous écoutent. Donc voilà, moi je fais bien mon travail éthiquement parce qu'encore une fois, c'est pour moi. Et par exemple, il y a par moments quand je parle de choses qui me tiennent à cœur, je veux pas les trahir. Mais après, la réception, on la maîtrise pas. Et les lecteurs cool, c'est-à-dire ceux qui pour moi sont importants, ils vont pas chercher en fait des trucs que vous voulez pas mettre dans vos livres. Ils vont chercher ce pourquoi vous les avez écrits vraiment. Petite citation pour terminer. Citation de Robert Frost.
pas de larmes chez l'auteur, pas de larmes chez le lecteur. Pas de surprise chez l'auteur, pas de surprise chez le lecteur. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.